Quels sont les impacts de la crue des eaux hâtives sur le réseau routier et que demandent les travailleuses des CPE de la province? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin sur nos routes puisque des inondations forcent la fermeture de voies un peu partout dans la région. On fait le point avec Alexis Dumont. Avec les températures printanières des derniers jours, plusieurs municipalités surveillent de près l'augmentation du niveau des eaux qui cause à certains endroits des débordements. Il y a eu beaucoup de neige, beaucoup de pluie dans les derniers jours. Alors, durant la fin de semaine, ça a été compliqué. On a eu des débordements, il y a eu des chemins qu'on a dû mettre de la signalisation. On a fait des avis sur notre site Internet. Hier, on a eu des petits problèmes avec nos rangs, un petit peu plus. Les fossés étant remplis de neige, certains ponceaux étant gelés. Il y a eu beaucoup plus d'eau sur la chaussée dans nos rangs. Donc, les équipes hier et aujourd'hui sont principalement affectées à rétablir la situation dans nos rangs. On a beaucoup de priorités, on a beaucoup de travaux en raison de l'écoulement des eaux qui s'est fait et qui va continuer de se faire là, pour les jours à venir. Depuis quelques jours, de nombreuses routes de la région sont fermées ou voient leur circulation être mise en alternance. C'est le cas un peu partout à Amos, Rouyn-Noranda, la Vallée de l'Or et même en Abitibi-Ouest. Le ministère des Transports signale plusieurs entraves routières et débordements. Pour aviser la population, des travaux sont également en cours afin de contrôler les débordements. On a tenté de dégager les fossés, notamment pour la 111. On va continuer les interventions pour essayer de favoriser l'écoulement de l'eau de façon à ce que ça se résorbe au niveau des inondations dans ces secteurs-là. Le ministère a commencé à faire des travaux de dégagement, comme je le disais, des fossés. C'est-à-dire qu'on retire le plus possible la neige dans les secteurs plus problématiques. Avec la situation actuelle qui arrive prématurément comparativement à la période habituelle en plus des températures chaudes des prochains jours, il faut s'attendre à ce que la situation dure encore quelques semaines. C'est rare qu'on ait autant d'eau à ce temps-ci de l'année. Les lacs de tête ne sont pas fondus, ne sont pas calés. Alors, il y aura un coup d'eau et on se prépare en conséquence. On surveille un paquet d'endroits. C'est tout ce qu'on peut faire pour le moment, en plus des interventions que le ministère est déjà en train de réaliser. Alexis Dumont, RNC Nouvelles. Et les travailleuses des 7 CPE de la région sont en grève aujourd'hui et demain. Elles continuent de faire entendre leur mécontentement vis-à-vis le gouvernement. Notre collègue Olivier Morin est allé à leur rencontre. Elles sont plus de 300 éducatrices à être en grève dans la région. Malgré une offre déposée par le gouvernement dans les derniers jours, les travailleuses de la CSN ne reculent pas. Le gouvernement, ce qu'il a proposé, c'est l'offre salariale qu'il avait déjà déposée là, en décembre à la FTQ et la CSQ. C'est le 17,4 qu'ils ont donné au public là, il n'y a pas si longtemps. Ils ont partiellement adhéré à certaines demandes concernant les primes de disparité régionale, mais en montant forfaitaire, qui équivaut à autour de 40 de ce qui est donné au public présentement. Et c'est des primes à montant temporaire. Donc, ça se termine en 2028, ce qui fait en sorte qu'année après année, on doit toujours négocier les mêmes affaires. Pour Lynn Massicotte, les efforts sont insuffisants pour préserver le personnel. La prime de disparité régionale, comme il nous l'offre présentement, c'est clairement pas suffisant. Ça ne suffira pas à empêcher les travailleuses de quitter les CPE pour aller vers le milieu de l'éducation dans les secteurs de Ville-Marie, Témiscamingue et le nord du Québec. De son côté, le président du Conseil central d'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, Félix-Antoine Lafleur, rappelle l'importance de cette mobilisation. Ce qu'il faut que les gens se rappellent, c'est que la grève que les travailleuses font aujourd'hui, c'est un sacrifice qu'ils font pour le bien-être des enfants. Souvent, on a l'impression que les luttes syndicales, c'est uniquement pour des conditions de travail, mais si on se reporte là, plus globalement, bien, la lutte que les travailleuses mènent actuellement pour les conditions de travail, notamment sur l'enjeu de la prime de disparité régionale, donc d'une bonification de la rémunération, bien, c'est pour pouvoir attirer plus de travailleuses pour pouvoir ouvrir plus de services de garde. En réaction aux moyens de pression, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a exprimé sur la plateforme X qu'une entente pourrait survenir rapidement. La CSN tient une assemblée mercredi dans le but d'obtenir un mandat de grève illimité. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Le monde politique fédéral avance à vitesse grand V. En quelques mois, notre plus grand allié nous a tourné le dos. Nous avons dit au revoir à notre premier ministre avant d'en couronner un nouveau. Et l'avance qu'on pensait inébranlable dans les sondages du Parti conservateur a fondu comme neige au soleil. Maintenant,
Que sera la suite des choses? Eh bien, j'en discute avec le professeur en sciences politiques du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Yann Marcotte. Yann, bonjour. Bonjour. Yann, est-ce que tu aurais cru qu'on assisterait de notre vivant à un aussi grand bouleversement politique là, au Canada? De mon vivant, me souviens de Kim Campbell, qui avait succédé à Brian Mulroney et dont les intentions de vote avaient monté en flèche pour justement finir avec une catastrophe électorale à l'élection suivante. J'étais beaucoup plus jeune, mais il y avait John Turner qui avait succédé à Pierre Elliott Trudeau. Puis là aussi, les intentions de vote avaient été énormes et pour se diriger vers une défaite électorale. Donc, c'est comme ma troisième changement de premier ministre rapidement de mon vivant. Ça trahit un peu ton âge. Bon, Mark Carney est premier ministre depuis quelques jours, mais il faut le rappeler, il n'est pas élu. Concrètement, c'est quoi ses pouvoirs? Et c'est quoi la portée de ces décisions? Dans notre régime parlementaire, le premier ministre du Canada, du Québec aussi, même s'il n'est pas élu député, il est premier ministre en bonne et due forme, en plein titre. Donc, il a tous les pouvoirs pour diriger le pays, notamment par décret, donc prendre des décisions par décret en Conseil des ministres. La seule chose qu'il ne peut pas faire pour l'instant, c'est faire voter des projets de loi. Alors, il faut qu'il convoque la Chambre là-dessus. Donc, tout ce qui concerne des projets de loi, il faut que ça se passe à la Chambre des communes et au Parlement. Mais sinon, en termes de politique gouvernementale, par décret, le premier ministre en titre, élu ou non député, peut faire ce qu'il veut. Donc, par décret, puis on l'a vu aussi rencontrer dans les 36 dernières heures le président français, le premier ministre britannique et le roi britannique. C'est aussi ça, son rôle là, de représentation du Canada. Oui, tout à fait. Puis surtout dans les contextes de tarifs douaniers américains, bien, c'est sûr qu'il faut qu'il aille chercher des alliés plus fiables en dehors des États-Unis. Donc, c'est normal de faire ce genre de tournée pour justement aller chercher des appuis et voir s'il n'y a pas moyen de trouver de nouveaux débouchés pour les produits canadiens. Et très rapidement, là, on va sortir un peu de notre boule de cristal. C'est quoi peut-être tes prédictions pour le déclenchement d'une future élection fédérale? On parle beaucoup d'un déclenchement peut-être le 23 mars pour des élections qui pourraient débuter le 24 et une campagne électorale qui dure entre 37 et 51 jours. Donc, on pourra avoir des élections peut-être au plus tôt 28 avril, au plus tard le 12 mai, lundi le 12 mai. Alors, donc, si on se fie aux rumeurs, alors on aurait des élections peut-être fin avril, au plus tard mi-mai. Donc, c'est ce qui pourrait arriver. Donc, on reste prêt. Une fois que ça c'est dit, les régions ressources sont les premières touchées dans une, justement, guerre tarifaire avec les États-Unis. En ce sens-là, dans un monde où on va possiblement en élection fédérale bientôt, est-ce que ça serait, selon toi, à l'avantage des libéraux de miser sur l'élection d'un député ici en région? Même si on sait que dans les dernières élections, ça n'a jamais été très facile pour les libéraux. Est-ce qu'il serait à l'avantage de miser là, sur l'élection d'un député ici? Bien, c'est sûr que si on veut inspirer le changement par rapport à l'ère Trudeau, c'est certain qu'il faut que le Parti libéral fasse des efforts pour trouver de bons candidats, de bonnes candidates dans les circonscriptions, parce qu'on sait que ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas élu, par exemple, en Abitibi-Témiscamingue, de ce côté-ci, un député libéral. Alors, je pense que le Parti libéral devra faire des efforts pour trouver de bonnes candidatures, des candidatures locales, afin de faire élire un ou deux députés pour représenter la région. On suit donc le tout avec intérêt. Yann Marcotte, je rappelle que tu es professeur en sciences politiques au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est de la neige intermittente avec de la pluie par endroits. Minimum de moins 3 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 0 pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est de la pluie avec des maximums de 3 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour jeudi, c'est de la pluie avec des maximums de moins 1 degré Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.